Bonjour, ici je voudrais vous présenter deux exercices d'électromagnétisme. Le premier consiste à travailler sur un condensateur plan mais incliné, qui n'est pas très habituel. Et le deuxième concerne l'utilisation des équations de Maxwell. Le premier, donc, je prends deux plaques conductrices, ici en noir, en trait épais noir, la plaque inférieure et la plaque supérieure. Et le premier, je dépose un diélectrique de permittivité relative epsilon R1 et d'épaisseur B. Le deuxième, qui a cette forme un peu triangulaire, a une épaisseur à la sortie H et à l'entrée E. Et cette plaque, il est légèrement incliné avec un angle θ par rapport à l'horizontale. Si θ est trop grand, ça ne marchera pas. Donc j'ai deux plaques de longueur petit a, ici, et de largeur L, ici c'est en 2D, donc c'est le prolongement de la plaque comme ça, d'accord. Ils forment un condensateur comme illustré ici. Donc l'épaisseur B est remplie par un diélectrique de permittivité relative epsilon R1 et le reste c'est epsilon R2, ça peut être le vide ou l'air. L'une des armatures, comme on a dit, il est incliné par un petit angle par rapport à l'horizontale. On demande de représenter la direction du champ électrique sur la figure. Alors j'ai repris la figure ici. Vous savez qu'un conducteur c'est une équipotentielle et nous avons une très belle relation qui nous dit que le champ électrique est égal à moins gradient du potentiel électrique. Et parmi les choses importantes à retenir de cette équation vectorielle, c'est que le champ électrique est toujours perpendiculaire aux équipotentiels. Comme le conducteur est une équipotentielle, toute la surface du conducteur est une équipotentielle, le champ électrique doit être perpendiculaire partout à cette équipotentielle qui est la plaque, idem pour la deuxième. Si la plaque supérieure est positive par rapport à celle qui est inférieure, eh bien le champ électrique va démarrer d'une manière perpendiculaire ici, va s'incurver pour être perpendiculaire à la plaque d'en bas, idem ici, perpendiculaire, s'incurver, venir ici, et ici il va être tout droit. Nous avons négligé les effets de bord. Bien, pour les équipotentiels, chacune des plaques est une équipotentielle, comme on vient de le dire. Et juste à côté, il y a un autre plan qui est presque parallèle, et puis il y aura un petit angle qui va s'installer au fur et à mesure. Donc nous avons des plans qui vont s'incliner ici tout doucement. Pour avoir le même potentiel, on peut le calculer, en fait, la position de chaque équipotentiel. Troisième question demande de calculer la capacité de ce condensateur en fonction des paramètres petit a, b, l, h, θ, epsilon 0 et les deux permittivités relatives epsilon R1 et epsilon R2. Ce condensateur, si on regarde bien, on peut considérer qu'il est constitué de deux condensateurs et en série. Contrairement à l'exercice qu'on avait traité la dernière fois, j'ai un condensateur ici, d'accord, que j'ai appelé C1, et un condensateur ici C2. Ils sont en série parce qu'ils n'ont pas la même différence de potentiel. C'est comme si on avait une plaque ici imaginaire. Donc la capacité totale, 1 sur C, c'est la somme des inverses, 1 sur C1 plus 1 sur C2. C1, c'est quoi? C'est la capacité de ce condensateur plan habituel. C'est epsilon R1, epsilon 0 pour remplacer la permittivité epsilon 1, multiplié par la longueur fois l'épaisseur qui est L. L'épaisseur, on en voit par exemple ici. Sur B, qui est l'épaisseur. Et le deuxième, c'est un peu plus compliqué parce que l'écart entre l'horizontale et ici va varier de E à l'entrée jusqu'à H à la sortie. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre une petite tranche que j'ai appelée dx qui est centrée sur x, d'accord? Idem de l'autre côté, l'inclinaison étant petite, c'est comme s'il était horizontal. Et je vais calculer une capacité infinitésimale. Et ça va être epsilon R2 fois epsilon 0 fois L qui ne change pas. Mais fois seulement, au lieu de A, on va prendre tout simplement dx parce que l'épaisseur varie avec x.
divisé par l'épaisseur EX. Mais l'épaisseur EX ici, entre les deux tranches jaunes, ben, c'est égal à E, à cette hauteur ici, d'accord, E, ici, plus un delta E si on veut, mais nous avons θ ici, tangente de θ est égal à delta E divisé par X, d'accord. Du coup, j'ai EX qui est égal à E0 à l'entrée, plus X tangente de θ, comme je viens de dire, tangente θ c'est delta E sur X, et E0, on peut le noter, E aussi est égal à H moins A tangente θ. Pourquoi? Parce que le E, ici, ben c'est toute la hauteur ici, moins cette partie-là, celle-là, ici. Ben ça c'est quoi? J'ai tangente θ est égal à cette hauteur que je peux appeler Y, divisé par X, par A, pardon, ici, A. Et par conséquent, je vais avoir E est égal à H moins A tangente A. Ben, après ça, ben, on calcule tout simplement C2, c'est l'intégrale de 0 à A, d'accord, de dx, parce que x va de 0 jusqu'à A, la longueur totale, divisé par EX, et je remplace EX par E0 plus X tangente de θ. Je vais faire un petit changement de variable, c'est une petite astuce mathématique pas trop compliquée. Je pose U égale à E0 plus X tangente de θ. Quand je calcule la différentielle des U, ben c'est égal tout simplement à tangente θ dx, parce que je rappelle que θ est un angle constant, choisi. Donc je calcule l'intégrale en remplaçant ici, d'accord, U1, U2 par E0 à l'entrée jusqu'à E0 plus A tangente θ, d sur U. Ben ça sont le logarithme, et on va avoir tout simplement epsilon R2, epsilon 0 L sur tangente θ. Le logarithme népérien de la borne supérieure divisé par la borne inférieure. Eh ben, je peux arranger en cours ça, ben, ça donne tout simplement epsilon R2, epsilon 0 L sur tangente θ, log népérien de cette quantité-là. J'ai remplacé E par E de 0 par E. Eh bien, si je calcule la capacité équivalente avec la somme des inverses, comme on a dit, ben on va trouver cette expression qui n'est pas très jolie, mais il y a une chose qui est certaine. Si je veux faire, par exemple, E0 qui tend vers 0 et θ qui tend vers 0, ben à ce moment-là, je dois absolument retrouver C1 comme s'il n'y avait qu'un seul condensateur. Pour le deuxième problème, on demande ici d'utiliser la première équation de Maxwell pour retrouver le champ électrique à la surface d'une sphère chargée. Je n'ai pas dit si la sphère est chargée positivement ou négativement, peu importe, mais je sais qu'elle est chargée. La première équation de Maxwell s'écrit divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Mais nous savons, par le théorème de Green-Ostrogradsky, que intégrer la divergence d'un champ de vecteurs sur un volume, ben c'est la même chose que d'intégrer le flux de ce champ de vecteurs à travers la surface fermée, d'accord, qui enveloppe ce volume. Le théorème de Gauss, quant à lui, nous dit que le flux total du champ électrique à travers une surface fermée, c'est-à-dire l'intégrale double de E scalaire ds, ben c'est égal à la quantité de charge qui est enveloppée par cette surface, d'accord, fermée, divisée par epsilon 0. Et je rappelle ici que 1, c'est la charge totale contenue dans le volume de la sphère. Ben, quelle est cette quantité? Ben, tout simplement, j'ai Q1 égale à ρ fois 4pi r au cube sur 3. C'est le volume de la sphère, parce que je calcule à l'extérieur, et c'est égal à Q. En plus, nous savons que la divergence de E dv, c'est l'intégrale de ρ epsilon 0 dv. Mais ici, il s'agit nécessairement d'un exercice concernant une sphère isolante. Pourquoi? Parce que je pars d'une densité volumique. Nous avons déjà dit, et je le répète, qu'un conducteur à l'équilibre électrostatique ne peut pas avoir une densité de charge volumique. Toutes les charges se mettent à la surface de ce conducteur, raison pour laquelle toute surface d'un conducteur est une équipotentielle. Donc maintenant, si je calculais l'intégrale
de la densité volumique sur le volume total divisé par epsilon 0, ben c'est comme si j'avais tout simplement Q sur epsilon 0. Mais EDS, comme on l'a vu ici, là, ben c'est tout simplement chez électrique parce que j'ai une symétrie radiale et la surface de la sphère c'est 4pi r carré. Ben tout ça c'est égal à Q sur epsilon 0, mais on retrouve E qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois r carré, qui est bien le champ électrique à la surface d'une surface quelconque. C'est comme si toute la charge Q était placée au centre de la sphère considérée. Bien sûr, tout ceci est valable si on est à l'extérieur de la sphère en question. La deuxième question est très intéressante. Il demande, est-ce que pour le champ électrique de cette sphère, l'équation rotationnelle, qui est une équation de Maxwell qui n'est pas toujours valable, je dirais pourquoi, rotationnelle de E est égale à 0 et identiquement nulle. Est-ce qu'elle est valable et discutée? On sait que l'équation rotationnelle de E est égale à 0. Pourquoi? Parce que si on a E égale à moins gradient de V, c'est-à-dire que ce champ électrique est forgé par une force de Coulomb qui est conservative, c'est-à-dire elle dérive d'un potentiel. À ce moment-là, on a trouvé que E est égal à moins grade V, et quand je calcule rotationnel de moins grade V, je vais trouver 0, c'est normal. Mais est-ce que tous les champs électriques qu'on va trouver en électromagnétisme dérivent d'un potentiel? La réponse est non, comme on le verra quand on va attaquer la loi de l'induction électromagnétique de Faraday-Nernst. Donc cette relation, elle est uniquement valable dans les cas stationnaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire un cas stationnaire pour vous? Tout simplement dans ce cas-là, que le champ magnétique à l'entourage ne dépend pas du temps. J'ai la dérivée partielle du vecteur induction magnétique par rapport au temps doit être égale à 0. Sinon, le rotationnel de E ne va pas être égal à 0 parce qu'il y aura un terme qui ne dépend pas d'une force conservative, donc il n'est pas rotationnel comme on dit. À ce moment-là, rotationnel de E va être égal à moins la dérivée partielle de l'induction magnétique par rapport au temps. Et ça, c'est l'équation de Maxwell qui est complète et qu'il faudrait utiliser. La plupart des cas en électromagnétisme, il y en a un dB qui dépend du temps. Quand vous avez une lumière, une onde radio, GPS, GSM, c'est une onde lumineuse, d'accord, même s'il n'est pas visible, et il est formé de quoi? De deux champs électriques et magnétiques qui varient avec le temps, d'accord, et c'est ça qui nous donne l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu ou dans le vide. Et je vous remercie.